100% Bénin, bienvenue et merci à vous d'être une fois encore des nôtres. Une tasse toute spécifique à payer par les parieurs en République du Bénin, du moins les gagnants. La retenue à la source libératoire de 15% sera prélevée à compter de ce 27 juillet à tous les gagnants de la LNB, la Loterie nationale du Bénin. Une mesure à controverse pourtant conforme à l'article 194 nouveau du Code général des impôts institué depuis 2017. Prélèvement de 15% sur le gain des parieurs au Bénin. Au-delà du devoir citoyen, une invite à la solidarité. Il s'agit là, mesdames et messieurs, du sujet en débat ce jour et sur ce plateau en notre compagnie, Rodrigue Rustico. Fiscaliste, il est le directeur général du cabinet d'ingénierie Phoenix Management. L'homme nous accompagnera durant ces 45 minutes. Rodrigue Rustico, bonjour. Bonjour Joël, bonjour amis téléspectateurs. Merci d'être à nos côtés ce matin. C'est un plaisir. En face de vous, Kazmi Pédior, analyste économique, il est le directeur de publication de Nouvelle Économie. Il est donc des nôtres aujourd'hui aussi. Kazmi Pédior, bonjour. Bonjour Joël, bonjour Rustic. Bonjour cher ami. Chers invités, une fois encore, un grand merci pour la disponibilité. Tout gain emporté, quel que soit le montant, mesdames, messieurs, fera l'objet d'un prélèvement systématique de 15% avant paiement. En tout cas, c'est ce que renseigne une note circulaire de la Direction générale de la Loterie nationale du Bénin en date du 20 juillet avec effet direct à compter du 27 juillet. Les parieurs en étaient presque tombés à la renverse. L'autorité, elle, n'a pas manqué de monter au créneau pour rassurer les uns et les autres. La décision, M. Rustico, pour paraphraser le directeur général de la Loterie nationale du Bénin, n'est pas tombée. Est-ce de l'eau? Oui, je voudrais vous remercier pour l'invitation et vous faire comprendre que c'est une ancienne disposition qui existait. Malheureusement, beaucoup ne connaissaient pas l'article 194 nouveau du CGI, qui est une disposition codifiée. Et donc, lorsque la disposition elle est codifiée, elle est alors imposable à tout le monde. Alors, il fallait quand même communiquer et en la matière, il faut préciser que l'article a été clair. Cette retenue s'applique aux gains que vous obtenez dans les jeux de hasard. Dans les jeux de hasard. La LNB, naturellement, fait également des jeux de hasard, donc ça fait partie du champ d'application de l'article. D'où tout gagneur doit pouvoir être en mesure de libérer les 15% au paiement, d'accord, vous faites la retenue et on vous reverse alors le net. Le problème, c'est au niveau de la non-maîtrise des tests. C'est parce que, tout simplement, il n'y a pas une communication autour de cela, que pendant des années, on est resté sans l'appliquer. Alors, il urge alors de l'appliquer, parce que lorsque la disposition existe, c'est qu'il faut l'appliquer. Donc, c'est la loi, et force doit rester la loi. Et cela montre combien de fois également l'esprit de la fiscalité est respecté. Parce que ce que vous gagnez dans le jeu du hasard, c'est un revenu. Et sur le revenu, vous devez libérer quand même votre impôt, puisque l'impôt est assis sur le revenu. Et donc, conséquence, ce que vous tirez alors de ce jeu du hasard représente des revenus, alors vous devez payer un impôt par rapport à ça. Donc, je pense que c'est une manière de mettre à jour notre dispositif fiscal et aux parieurs de comprendre qu'effectivement, il y a une contribution spéciale comme ça, prévue par les tests, mais qui n'était pas mise en application. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que c'est le test, c'est la loi, et on doit pouvoir respecter cela. C'est le test, c'est la loi. Si s'exprimait aussi le directeur général de la Loterie nationale du Bénin, Kazmi Pédior, il s'agit simplement d'un devoir à la citoyenneté. Si on est bon citoyen, il faut s'acquitter de ses obligations, rappellera avec des mots suffisamment simples le directeur général de la Loterie nationale du Bénin, tout en comprenant, dit-il, la réaction des uns des autres. Bien sûr, et c'est justement la réaction des uns des autres, moi, qui m'intéresse, parce que l'opinion nationale, surtout ceux-là qui jouent ce jeu, pense plutôt le contraire, qu'il s'agit d'un hold-up économique, qu'il s'agit d'un hold-up sur le gain. C'est ce que l'opinion véhicule par ces temps. Donc, ils ne comprennent pas. Et au-delà donc de cette opinion, je voudrais aussi préciser que
il ne s'agit pas pour autant d'une disposition légale aussi ancienne, comme on veut nous faire croire. Ça ne date pas d'aussi longtemps. 2017. Bon, cessons de dire qu'elle est ancienne. 2017, ce n'est pas cette année quand même. Vous le dites, ils le disent si bien que vous allez peut-être penser que c'est une disposition des années 90. Non, pas 90, bon, 2017. Donc, oui. L'ancienneté de cette loi, elle n'est pas pour autant. Qu'à cela ne tienne. Mais pourquoi tout ça vous ici, okay, on n'est pas venu ici faire le procès donc, de la chronologie ou du moins de l'histoire. On est venu donc pour dépouiller, voir les bien fondés d'une telle disposition. Moi, je vais prendre à compte courant et autorité et opinion publique sur ce plateau parce que, pour moi, des têtes doivent tomber pour la non-application de cette disposition-là. Des têtes doivent tomber. Il n'y a pas ce qu'une loi soit votée à l'Assemblée nationale, promulguée, et que des individus au sommet de l'État chargés donc de mettre en application cette disposition sous quelques raisons. Il n'y a aucune raison qui justifie la non-application de cette disposition. L'ancienneté de la loi, non, ce n'est pas ça le menu donc, du débat. Pourquoi cette loi n'a pas été mise en œuvre depuis 2017? Vous avez suivi l'autorité dans ce sens pour le directeur général de la nous irons dans les détails. Et aujourd'hui, il y a une disposition juridique qui nous permet aujourd'hui de dire une autorité comme ça doit être interrogée par la criette. Pourquoi la disposition n'est-elle pas aussitôt mise en vigueur? C'est votre préoccupation. Avant d'apprécier, puisque l'autorité a apporté les réponses, mais comment appréciez-vous un peu ce que certains ont appelé et l'appel à la rigueur de la loi et le sens d'humanisme de l'autorité lorsqu'il dit oui, nous comprenons un peu cette haine des uns des autres, ce sens de révolte, comme si la décision venait juste de tomber. Mais en même temps, il s'agit du respect aux textes de loi. Et ensuite dit l'autorité, je le cite, notre propension à pouvoir être solidaire des autres. Comment vous appréciez cela? D'abord, il n'y a pas de solidarité en la matière. Il a dit rustique, c'est des revenus. Et donc, l'impôt sur les revenus, c'est en aucun cas de la solidarité. C'est connu, c'est un devoir citoyen. Tout citoyen doit payer. Face à ceux-là qui lèvent le ton et l'autorité qui rappelle qu'il faut savoir aussi partager. Vous ne pensez pas que dans un contexte comme celui-ci, ça peut avoir son importance? Ça n'a aucune importance. Cette démarche de dialogue? Pour moi, ça n'a aucune importance parce que tout Béninois sait qu'il doit payer ses impôts. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous demandons des comptes au pouvoir public. C'est pourquoi nous venons opiner chaque fois sur ces plateaux-là pour expliquer à l'opinion publique ce à quoi ça sert leur participation, comment dirais-je, à la gestion de la chose publique. C'est parce que le Béninois, où il est, avec les étrangers qui vivent sur le sol béninois, payent ces tasses-là, que nous avons de l'électricité, nous avons de l'eau, même si ça vient à compte courant des fois. C'est parce qu'ils font ça que nous avons la sécurité. C'est parce qu'ils font ça que l'État a la cagnotte qu'il faut pour véritablement nous satisfaire. Donc, il n'y a pas de solidarité là. Il faut payer, il faut payer. Maintenant, ce que moi je reproche dans cette disposition légale, c'est les 15%. Pour moi, ça me paraît un peu trop. On aurait pu aller de façon progressive. Pourquoi ne pas partir peut-être de 5%? Il y a des tasses de 1%. Il y a des tasses de 1%. On y revient. Et au-delà de ça, avant qu'on y revienne, oui. Au-delà de ça, et il y a que la Loterie nationale du Bénin, c'est une structure, c'est une entreprise à but lucratif. C'est une société commerciale, si j'ose parler ainsi, et qui fait donc des profits, qui doit réaliser des profits. Mais au-delà de ça, on a constaté que la Loterie nationale du Bénin importe des produits, a des produits en importation, mais a aussi des produits locaux. Alors pourquoi moi je suis beaucoup plus sur la taxation des produits importés que des produits locaux. Il y a des produits locaux aujourd'hui qui ne pourraient pas bénéficier de ces 15% pour inciter davantage les Béninois à consommer local au lieu de consommer donc les produits venant donc d'ailleurs. Et véritablement, je crois que le débat il est autour de ça. Lorsque vous aurez fait un travail scientifique, un travail du genre, je ne crois pas savoir que les Béninois vont donc s'opposer à ce genre de disposition. Mais quand vous êtes là, un jour on vous dit pour les gains, non, les gains, il y a plusieurs types de gains. Donc véritablement, moi je crois qu'il y a un travail scientifique qui n'a pas été fait. Et lorsque je me réfère au discours du ministre
de l'économie et des finances en 2017, en janvier 2017, lorsqu'il lançait donc la loi des finances à l'époque de cette année-là, il disait que ceux qui jouent ces jeux-là, c'est des personnes aisées. Et pourquoi on ne doit pas leur prélever? Quand vous avez un discours comme ça, c'est comme si vous êtes contre ceux-là qui donc sont dans cette activité. On va remonter, vous pouvez dire, on va remonter. Mais avant, je reviens toujours au contexte de cette sortie du directeur général de l'autorité nationale du Bénin, d'ailleurs pas seul, accompagné du ministre de tutelle. Oui, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, il s'agit là d'une tasse en soi un peu spéciale parce qu'il s'agit de gains sur des jeux. Ce n'est pas dans le même registre que ce à quoi on assiste habituellement. Alors, l'autorité, en sortant, a essayé de faire la part des choses, se rendant lui-même compte de la spécificité. Alors, il dit ceci: gagner, c'est une grâce. Et partager, c'est un surplus de grâce. Pour lui, on ne saurait dire, parce qu'on est sur des questions de tasses, eh bien, on ferme les yeux, les gens ont beau crier, on s'en fout. Mais lorsque l'autorité arrive à soulever ce côté, dit-il, de l'humain, humanitaire, attendu de chacun, est-ce que ça ne compte pas? Oui, je confirme que ça compte. Car ça compte du moment où celui-là qui joue à ces jeux, c'est qu'il tire de ce jeu-là un revenu. Quand vous tirez un revenu d'un jeu, entre parenthèses, ce jeu-là peut être considéré comme une activité pour quelqu'un. Une personne peut décider aujourd'hui de prendre ce jeu-là comme étant une activité et mener cette activité-là. Et donc, se nourrir de cela. Donc, le sens de partage, ce n'est même pas un sens de partage, c'est même une obligation pour vous de libérer alors un impôt par rapport à ce que vous gagnez. Donc, quand le directeur se prononçait ainsi, c'est pour faire comprendre que les joueurs, les parieurs vont recevoir des chocs. Et donc, il faut amortir tout simplement un peu les chocs en leur parlant ainsi. Sinon, en principe, cela va de soi. Quand vous étiez en train de récolter, vous n'étiez pas assujetti à une retenue à la source libératoire. En conséquence, vous encaissez le gain brut. Or, en réalité, depuis 2017, c'est dit, je peux dire à mon ami Kazmi qu'un texte qui est voté en 2017, ce n'est plus tout de suite, ça fait déjà un peu longtemps là. Mais ça n'a pas été appliqué. Les dispositions étaient prévues, codifiées. Mais pourquoi est-ce que l'application n'a pas eu lieu? Cela suppose quoi que, vous voyez, tel qu'on taille d'importance aux autres impôts, on n'a pas taillé d'importance autant à cet impôt-là, ce prélèvement-là. Si on avait communiqué tel que on gérait les IRPP, on gérait les TPS, quand on gérait les IS, quand on gérait les dons et consorts, on gérait de la même manière cette contribution. Vous allez voir quand même qu'au niveau de l'opinion publique, tout le monde serait déjà informé des dispositions qui régissent alors cette activité-là. N'oubliez pas, la LNB mène une activité. Et à chaque activité correspond quand même une série d'impôts qu'il faut libérer. Donc, quand vous êtes gagneur, vous devez être en mesure d'accepter cela. Sinon, on ne peut pas vous payer. Et c'est pour ça, le législateur est allé loin en disant que c'est une retenue libératoire. Ça veut dire que c'est à la source. On ne va pas vous demander, vous, d'aller reverser. Parce que vous demandez d'aller reverser, mais ça n'a pas de sens. D'accord? Parce que c'est un impôt qu'il faut retenir directement au paiement. Donc, je pense qu'il faut comprendre un peu les propos du directeur, qui veut naturellement atténuer un peu, d'accord, la douleur de ces parieurs-là, qui un beau jour se verront naturellement 15% amputés de leur gain habituel. Et ils auraient déjà leur planification, leur budget, tout et tout, mais ils vont souffrir de supporter cela. Et là où je rejoins un tout petit peu mon ami Kazmi, c'est pourquoi est-ce que ça n'a pas été appliqué depuis 2017? Et là, il faut pas... La question s'impose aussi. Mais quand il dit qu'il fallait du temps pour l'ajustement nécessaire. Oui, il fallait du temps pour l'ajustement, mais pas le silence pour l'ajustement. C'est ça. Il faut du temps pour l'ajustement. Je suis d'accord avec le principe, mais il faut communiquer. C'est une disposition transitoire. C'est une phase de transition. Donc, vous devez tenter de communiquer avec les gens. On peut aller de façon graduelle. On peut avoir un taux et ne pas prélever cette année-là, mais fixer déjà l'année
à partir de laquelle on doit commencer par prélever réellement. Et là, ça permet de préparer un peu les parieurs psychologiquement, étant donné qu'ils ne sont pas préparés. Et un beau jour, ils attendent qu'il y a telle disposition qui est régie par le secteur d'activité dans lequel ils ont l'habitude d'exercer, automatiquement, ça va bouder. Ça va bouder et c'est ce qui est arrivé. Mais il faut tout simplement que les plus éclairés parviennent à éclairer les moins éclairés. Ça, c'est important. Si on parvient à leur expliquer qu'en réalité, c'est une disposition qui existe, ce n'est pas de la mafia, on veut prendre de l'argent chez vous, mais on a dit, le code a été clair, vous devez aller reverser, d'accord, au plus tard le 10 du mois suivant le prélèvement dans la caisse des impôts, nous, du receveur. Donc, ce n'est pas de l'argent que la Loterie nationale du Bénin va engloutir dans ses comptes. Non. La Loterie nationale du Bénin va faire les retenues et a l'obligation d'aller reverser ça, d'accord, au niveau des impôts. Sinon, la Loterie nationale du Bénin est exposée encore à l'application de l'article 1096 qui l'oblige encore à majorer encore ses prélèvements, d'accord, des intérêts, enfin des pénalités. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme on prend alors la Loterie nationale du Bénin comme étant naturellement une entité qui fait un business, qui doit collecter des impôts et reverser les impôts. Vous voyez, donc c'est une chose normale. Il faut alors que si en temps, la Loterie nationale du Bénin avec peut-être l'association des parieurs et choses comme ça, il faut communiquer avec ces parieurs-là. Ils doivent comprendre que les jours à venir, là, les choses vont changer parce qu'il y a une disposition d'accord, de la loi qui n'est pas encore applicable, qui est votée, promulguée, codifiée. Il n'y a pas de raison que cela ne soit pas applicable. Donc je pense que ce qui s'est passé en réalité, c'est un problème de communication. Il faut communiquer avec les parieurs, leur faire comprendre que ce que vous gagnez là, c'est un revenu et on doit pouvoir vous prélever tel pourcentage de votre revenu. Le silence à l'application de la loi, vous pensez qu'il faut demander des comptes? Bien sûr, Joël, il faut demander des comptes. Et le Béninois que je suis, le Béninois que vous êtes, le Béninois que nous sommes, on ne fait pas la chasse aux sorcières. On ne vient pas vilipender les gens. On veut savoir qu'est-ce que ça nous coûte, un silence ou bien une performance, une bonne gestion de nos ressources. Moi, je veux comprendre du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, combien on devrait prélever de ces 15%. Ces 15%-là représentent quoi dans la cagnotte? Je veux comprendre ça. Et c'est attribué à qui? Qui n'a pas joué son rôle? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de venir sur un plateau pour magnifier une décision. Alors, Kasbi Pidjor, de 2017 à ce jour, vous estimez que la Loterie nationale a perdu de l'argent pour non-application de la décision. Le trésor public, pas la loterie. Le trésor public, parce que l'argent sera versé à ce niveau. Voilà. Oui. Donc, le trésor public, il y a un manque à gagner. Et c'est dedans. J'ai le rapport, j'ai sur la main ici la synthèse des rapports annuels d'activité des organes de contrôle de l'ordre administratif au titre donc de l'année 2019. C'est là, on parle des tasses non prélevées et des montants non reversés. Pour le compte de l'année 2019, nous avons retrouvé ici 2,3 milliards de francs CFA de tasses qui n'ont pas été prélevés. La loterie nationale, c'est vrai, ils ne sont pas allés dans les détails parce que c'est dans les autres tasses. Donc, la Loterie nationale du Bénin est dedans. On doit pouvoir nous dire, pour la non-application donc, de cette disposition constitutionnelle, légale, là, combien ça nous a coûté ce silence? C'est ça la reddition des comptes. Ce n'est pas, on ne vient pas ici pour leur dire, donnez-nous l'argent, on veut mettre ça dans nos poches. Okay. On doit savoir. Pour 2017, je l'ai dit, 2018, on doit aussi savoir. Vous savez, la Loterie nationale du Bénin a engrangé le chiffre d'affaires de la Loterie nationale du Bénin au 31 décembre 2018 s'est élevé jusqu'à 19 milliards de francs CFA. Mais c'est pas une petite cagnotte. En 2019, je crois, ça tourne autour de 10 milliards de francs CFA. On doit comprendre. Maintenant, sur quel montant n'avons-nous pas prélevé cela? Et puis, moi, Kasmi Pedior, je ne peux pas me faire prélever 15% en juillet 2020, alors qu'en juin, ou peut-être en avril ou en janvier, Rustique qui a joué ne s'est pas fait prélever. Il y a de l'injustice. Nous ne sommes pas dans un pays d'injustice. Mais sur quel principe
aujourd'hui, le DG de la Loterie nationale du Bénin vient encore avec nous, les frais de la princesse, vient sur les médias pour dire, bon, désormais, nous allons mettre en application. Mais ça, c'est le temps de l'ajustement. Donc, l'ajustement terminé, non, on est à la phase opérationnelle. Il doit y avoir une loi, un décret qui dit, OK, nous avons pris une loi, l'article 194 nouveau, nous l'avons prise et nous avons donc décidé de mettre ça en application 3 ans après. Ça, c'est légal. Je ne suis pas légaliste, mais on doit savoir. On ne se lève pas pour dire, bon, on va mettre en application. Vous n'êtes pas légaliste? Moi, je ne suis pas légaliste. Moi, je suis économiste. Moi, je ne suis pas légaliste. Donc, cependant, je dis que tout ce que l'État fait doit répondre à une disposition. C'est d'ailleurs pourquoi j'invite la CRIET, la Cour donc, des spécialisations, comme le veut donc désormais l'opinion nationale. Donc, la Cour des spécialisations doit interroger le DG sur ces manques à gagner au Trésor. Parce qu'il nous a fait perdre, ou bien qui l'a fait. Parce que moi, je sais et je peux affirmer que le ministre de l'économie et des finances, Romuald Wadahi, l'a expliqué au cours de sa sortie en janvier 2017. Alors, je continue par le dire. En entendant des donc, réactions, lorsque nous avons plus de 2 milliards de manque à gagner au Trésor public, liés donc à la négligence d'un cadre de l'administration publique, on doit pouvoir demander des comptes et on doit pouvoir sanctionner. Monsieur Rustico, est-ce qu'on peut parler de négligence après cette sortie des autorités? Bon, est-ce que c'est une question de négligence? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais je vois beaucoup plus là sous un autre angle. Lequel? C'est-à-dire que, vous voyez, quand il y a une loi qui définit des prélèvements de cette nature et que vous devez, vous-même en tant qu'acteur, aller verser ça directement au niveau de la caisse des impôts, vous allez voir que l'application est directe. C'est plus facile. Mais lorsque, c'est pas ce jour, cet article nouveau, là, 194 nouveau, s'applique que ce soit une structure publique, que ce soit une structure privée. Et donc, vous imaginez, là, en fait, l'effet n'est pas immédiat. Ça ne les dédouane pas, hein. Ça ne les dédouane pas, mais l'effet n'est pas immédiat. Parce que l'État qui a voté, enfin, le Parlement qui a voté, vous donne déjà le poids nécessaire pour pouvoir commencer par faire les prélèvements. Moi, je vais un peu plus loin en disant, si je dois pouvoir un peu attaquer la LNB, c'est de savoir, c'est une société d'État. Elle doit avoir des commissaires aux comptes. Et les commissaires aux comptes doivent pouvoir relever ces insuffisances-là depuis 2017 que vous devez prélever. Mais prélever et aller reverser. Mais si, dans les recommandations de leur commissaire aux comptes, on voit quand même qu'à chaque fois, les mêmes recommandations viennent, cela voudrait dire alors qu'il y a une négligence en interne. Mais lorsque il n'y a pas ces rappels d'obligations, parce que c'est une société d'État, ce n'est pas une structure privée. Quand vous avez la chance de diriger une structure comme la LNB, vous avez de façon obligatoire un commissaire aux comptes, qui est le contrôleur légal de vos comptes, qui doit être en mesure de vous dire oui, ça là que vous faites là, c'est bon, mais attention, telle référence du Code général des impôts vous oblige à faire des prélèvements et à les reverser dans la caisse de l'État. Si on fait ces recommandations, on relève ces insuffisances en termes d'observation des règles fiscales de la maison et que la maison n'a pas pris le devant des choses pour pouvoir prélever et reverser, je pense que là, il faut alors chercher à comprendre pourquoi. Il faut chercher à comprendre pourquoi. En tout cas, la décision, elle est désormais opérationnelle à compter du 27 juillet. 15% pour certains parieurs. En dépit des explications, il faut encore plus que ça pour pouvoir rassurer les uns les autres. D'aucuns demandent à ce que l'on revoie carrément le taux de pourcentage à prélever. Et visiblement, vous inscrivez dans ce registre-là aussi 15% tout de suite. En dépit des explications, il faut revenir. Pourquoi pas à 2%, vous dites même 1%. Bien sûr, Joël, et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi il faut le faire de façon progressive. Lorsque vous regardez, et c'est là l'autre cri de détresse ou que sais-je, qu'est-ce que je dois dire, quelle expression je dois employer pour ne pas trop choquer l'autorité. Il n'y a pas de la transparence dans la gestion des comptes. Enfin, la publication du bilan de la Loterie nationale du Bénin
est un peu opaque. On n'a pas certaines données. Sinon, moi, je voudrais venir ici pour vous dire quel est le type de personnes qui jouent très souvent. Et quand vous prenez, vous allez voir, c'est les jeunes déshérités, les jeunes qui sont à la quête d'un financement de leur projet, les jeunes émigrants qui, après de longues heures de moto dans les villes et dans les campagnes, n'ont pas de l'argent et la rentrée venant, vont jouer dans l'espoir de gagner. Et donc, quand on prend cette catégorie socio-professionnelle et que vous faites un abattement de 15% sur ce qu'ils ont et ils n'ont pas la chance de gagner ou bien ils ont la chance de gagner, vous voyez, c'est comme si l'État empêche l'individu, l'État empêche le Béninois de pouvoir donc rêver, enfin, pas rêver, de pouvoir atteindre ses objectifs. Donc, véritablement, ces gains-là, ce n'était pas pour des activités de bienfaisance, ce n'était pas pour des activités dans le sens social. Vous pensez que beaucoup plus le grand nombre de ceux qui vont vers ces jeux sont plutôt des gens qui veulent se réaliser et non des gens qui ont fini de se réaliser? Merci. C'est très difficile de voir, par exemple, un richissime. C'est très rare de voir des richissimes se donner donc à ce jeu-là. C'est très rare. Je ne dis pas que c'est exclu. Mais pour la plupart du temps, c'est des jeunes ou parfois même, c'est des vieux à la retraite qui ont complètement raté leur carrière, qui n'ont pas pu réaliser et qui se donnent une dernière chance de laisser quelque chose à leur progéniture, qui se donnent donc à ce jeu, parfois au prix même de la popote, du panier de la ménagère. Ils prennent parfois dans ce qui est revenu pour la famille et ils y vont. Et donc, véritablement, quand vous voyez ça, l'État devrait comprendre. Il doit avoir un regard de solidarité, je ne parle pas de pitié, d'aide, non, parce que le mot il est trop fort. L'État doit pouvoir quand même être un peu conciliant en ce qui concerne donc cet art. Donc les 15%, moi je continue pas à dire, c'est un peu trop fort. Au-delà de ça, on s'intéresse aujourd'hui à la Loterie nationale du Bénin. Mais il a dit tout à l'heure, il y a des privés qui sont dans le secteur. Je peux citer des... Bon, je ne vais pas les nommer. Merci surtout. Il y a des banques aujourd'hui qui jouent, qui mettent des prix à la fin de l'année ou bien au cours de leurs activités, soit au cours des anniversaires qu'ils ont à célébrer. Ils mettent donc des gains, des voitures. Oui. Comment va-t-on prélever ces 15% sur ces voitures? On va enlever le moteur, on va enlever le volant. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, cet article pose un problème. Il n'est pas bien pensé. Il n'est pas du tout, parce que la voiture aurait coûté peut-être 20 millions, aurait coûté peut-être 40 millions. Oui. Et vous l'achetez à 40 millions. Le bonhomme, il gagne les 40 millions. Vous n'allez plus prélever. Là, vous n'allez plus prélever. C'est en nature. En nature. Donc, pour les lots en nature, comment est-ce que ces 15% de gains pourront être prélevés? Ça aussi, c'est une question auquel le législateur doit pouvoir apporter des éléments nouveaux. Au-delà de ça, je l'ai dit, il y a des privés qui sont également dans les jeux de hasard. C'est vrai, bien une semaine avant, donc, ce communiqué de Gaston Zossou, on a vu le Conseil des ministres retirer l'agrément à un privé. Mais je dis, il y a encore des privés qui sont dans les jeux de hasard au pays. Ces privés-là, est-ce qu'on va leur prélever aussi comme ça? Est-ce que l'État va leur demander en temps normal? Oui, parce que la Loterie nationale du Bénin, bien qu'étant une structure, une entité à but lucratif, comme je l'ai dit, est aussi le garant, a le monopole des jeux de hasard au Bénin. Donc, aucune structure privée ne peut exercer sans son consentement. Donc, la loterie, qui déjà devrait prélever, ne l'a pas fait, se doit aujourd'hui encore, comme responsabilité, d'aller vers ces privés-là et de réclamer ces 15%. Donc, il y a un travail, il y a un véritable travail de fourmi, il y a un travail de technicien qui doit précéder cette intention. Je ne dis pas que l'idée de faire gagner tout le peuple béninois de ce que certaines personnes quand même ont pu avoir en termes de gains n'est pas une bonne chose. Je n'ai jamais dit. Vous parlez des comptes, ce sont des contributions. Merci. Je dis pour la loi des finances 2022, parce que celle 2021, elle est déjà là-bas, et puis je ne suis pas sûr qu'ils aient pris
en compte donc tous ces éléments dont nous sommes en train de parler. Vous pensez qu'il faille y penser? Ce n'est pas trop tard, et véritablement faire baisser les 15% et élargir maintenant l'assiette vers d'autres destinations. La question des 15%, vous aviez dit tout à l'heure qu'il y en a qui s'adonnent à ces activités. Comment on peut s'adonner à une activité génératrice de revenus? Pourquoi pas? En fait, sa préoccupation de tous les jours. Votre vis-à-vis demande à ce qu'on revoie la barre des 15%, 2%, pourquoi pas? Parce que pour lui, faute de statistiques, on espère que les autorités travailleront pour nous donner des données fiables pour qu'on puisse vraiment opiner objectivement. Mais il trouve, pour son petit constat, qu'ils sont plus nombreux. Il y a des gens qui n'ont vraiment pas les moyens, ceux qui se cherchent au jour le jour et qui prient Dieu pour que leur situation puisse changer. Ils sont plus nombreux, ceux-là, qui vont vers ces jeux. Et par conséquent, ce serait un peu comme de l'arbitraire que d'aller déjà à 15%. Oui, vous savez, c'est les règles, c'est les règles de la fiscalité. Et lorsque vous avez un revenu plus facilement que l'autre, vous voyez combien de fois on est en mesure de récupérer plus d'impôts sur vous. C'est les règles. Vous trouvez que c'est plus facile, non, ces jeux-là? Justement, je vais vous expliquer. Celui-là, par exemple, qui fait l'achat et la vente, on ne peut pas l'imposer de la même manière que celui-là qui est dans la prestation de services intellectuels. Vous voyez? Parce qu'au niveau de l'achat-vente, il faut acheter. D'accord? Chercher le preneur, vendre, encaisser l'argent et faire sortir une marge. L'État est très regardant en la matière. Je peux le dire, la fiscalité est très regardant en la matière. Ou celui-là qui est dans l'achat-vente, elle ne peut pas être imposée de la même manière que celui-là qui est dans la prestation de services intellectuels. Donc celui-là, par exemple, qui joue les jeux du hasard, ne peut pas être imposé également de la même manière que celui-là qui fait l'achat et la vente. Vous voyez l'effort qu'on doit pouvoir fournir au niveau de l'achat-vente. Ce n'est pas le même effort qu'on va fournir au niveau des jeux de hasard. On a même dit des jeux de hasard. Donc, si tu gagnes, tu ne gagnes pas. Donc, c'est à tes risques et périls. C'est très aléatoire. C'est à tes risques et périls. Donc, conséquence, on l'a mis à 15%. Je pense qu'on peut peut-être voir dans quelle mesure ramener ça peut-être à 10%. Mais si ça va encore trop bas, ça va créer un peu de l'injustice par rapport à ceux-là qui sont dans le service intellectuel. Le service intellectuel aujourd'hui, en République du Bénin, quand vous êtes à la TPS, vous demande de payer 2% de votre chiffre d'affaires. Vous imaginez? Donc, si on doit pouvoir vous imposer déjà à 2%, et celui-là qui est dans le hasard, il peut se lever un beau matin seulement, aller jouer, gagner de l'argent. Donc, l'État se demande, si ce n'est pas une manière de réduire l'effectif des parieurs, mais une manière de demander, de dire, écoutez, comme tu t'es levé au hasard pour venir jouer, tu as gagné au hasard, tu ne t'y attendais pas du tout. Mais de l'autre côté, c'est une question d'organisation, de planification. Et là, vous voyez un peu à combien on met souvent ces taux d'impôt-là. Donc, la fiscalité, elle est assise sur le fait qu'on veut voir par quelle magie vous créez de la richesse. D'accord? Si vous avez des difficultés à créer de la richesse, on ne peut pas vous imposer de la même manière que c'est quelqu'un qui a une facilité pour avoir de la richesse. Parlant de ce prélèvement, lorsqu'on vient sur des dons en nature, faudrait-il revoir la disposition? Oh oui, vous savez, c'est vrai que le test n'a pas été très clair en la matière, parce qu'on a parlé juste des jeux de hasard. C'est vrai, je prends une structure qui organise une tombola en fin d'année, c'est normal, c'est du hasard. Mais comment ça va se passer? Je pense qu'il faut naturellement des décrets pour pouvoir expliquer l'application vraiment de cette disposition codifiée pour permettre à tous de comprendre. Si j'ai gagné un lot en nature, soit l'État ne pourra pas vraiment venir vers moi. Si j'ai gagné un lot soit il faut imposer alors à cette structure publique-là, privée du moins, en dehors du lot en nature, c'est quand même un lot en espèces, sinon l'État ne pourra pas vraiment prélever tout simplement cette contribution spéciale-là sur les lots en nature. Toutefois, il est important de revenir sur l'article et de préciser davantage vraiment le champ d'application et les options possibles. Vous savez, un test, c'est un test. Quand on fait sortir ce test-là du Code des impôts, vous prenez aujourd'hui 5 à 10 personnes, les interprétations ne seront pas les mêmes. Vous voyez, donc, il faut prendre les tests dans leur contexte actuellement et les comprendre tels qu'ils sont. Mais comprenons tout simplement que ce test-là s'applique à ceux-là qui ont un revenu direct, d'accord, mais en espèces sonantes et trébuchantes, d'accord. Et donc, c'est sur ceux-là, on va faire les prélèvements. La question continue de faire quand même débat. Et ils sont certainement à se demander, mais en quoi les jeux de hasard participent-ils au PIB?
pour essayer une tentative de réponse, que diriez-vous avant que je revienne vers monsieur... Je vais répondre, mais avant, permettez que je dise à mon vis-à-vis que c'est le gain qui est au hasard. C'est gagner les jeux de la loterie qui est un hasard et qui nécessite des prédispositions spirituelles parfois que nous ne maîtrisons pas. Mais le jeu, l'activité en elle-même n'est pas hasard. On ne se lève pas au hasard pour aller à la Loterie nationale du Bénin. On va à la Loterie nationale du Bénin parce que j'ai du cœur, j'ai de l'activité. Enfin, j'y vais et pour miser. Ça fait que dans ce lot-là, il y a deux catégories de personnes. Il y a les perdants et il y a les gagnants. Et c'est sur les gagnants, on prend 15%. Et les perdants. Et la cagnotte versée dedans. Mais c'est pour ça qu'on parle du hasard. Non, c'est pas pour ça qu'on parle du hasard. C'est pas une activité de hasard. Non, l'activité en elle-même n'est pas hasard. Quand vous allez jouer, c'est du hasard. Non. Vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas la probabilité de gagner ou pas. Vous ne savez pas. C'est le gain que nous avons ici qui donne donc ce ton-là. Sinon, l'activité en elle-même, c'est pas un truc normal. Du hasard. C'est pas du hasard. La Loterie nationale du Bénin n'existe pas au hasard. Non, et elle n'existe pas une activité de hasard. Non. Elle connaît bien ses activités. Et ces activités-là, il y a les perdants. La cagnotte versée par les perdants, là. Qu'est-ce que ça devient? Je suppose, quand je prends le cas, par exemple, des structures donc, de finances, les banques et les assurances, qui font aussi ce type d'activité, ce n'est pas du hasard à 100% parce que c'est les clients. Et on trie. Quand vous venez donc souscrire à un produit, on vous donne un petit papier et à la fin, on trie. Ça, c'est différent. Ici, c'est une activité légale qui existe. Donc, il y a les perdants. Pourquoi on ne décide pas de reverser 10% aux perdants sur la cagnotte mise dans la... Non, c'est aussi, écoutez, c'est aussi une réflexion. Mais il a perdu sa mise. Donc, on peut aussi, l'État peut être aussi conciliant pour dire, OK, pour avoir pris la décision de venir jouer, et parce que tu as perdu, au hasard, je te donne aussi... Vous savez que l'État ne le fera pas, parce qu'il y a toute une polémique autour. Pourquoi l'État ne doit pas le faire? Vous savez, s'il y a des adeptes au jeu, il y en a aussi qui pensent que c'est abali dans les sociétés. Je continue pas à dire. Oui. J'ai comme l'impression qu'on veut le beurre et l'argent du beurre. C'est de l'ANAC. Si c'est 15%, c'est de l'ANAC. Je suis très sincère. Parce que lorsque le bonhomme paie, il se plaint à personne. Donc quand il gagne aussi, vous savez que laissez-lui au hasard ce qu'il a gagné. Honnêtement parlant, est-ce que l'État devrait encourager les gens à aller souvent à ce jeu-là, quand on sait toute la misère que ça fait à beaucoup de familles? L'activité a généré, je l'ai dit tantôt, 19 milliards en termes de chiffre d'affaires à la Loterie nationale du Bénin. 10 milliards en 2019, au 31 décembre donc 2019. Donc, l'État ne peut pas interdire cette activité. L'activité est prolifique. Et mieux, moi, je veux aujourd'hui que l'État démonopolise cette activité. Contrairement au Conseil des ministres qui a retiré l'agrément, moi, je souhaiterais que nous associons, par exemple, l'Internet, le e-hasard, par exemple, voit le jour au Bénin. Au-delà de ça, je souhaiterais que certains produits importés soient tropicalisés. Je veux que le Bénin, par exemple, pour les 20 stades, les 30 stades que le chef de l'État veut, enfin que le gouvernement veut construire, je veux que, par exemple, ces stades à Parakou, puisque le football peine à nous aider à avoir donc des trucs, pourquoi on ne prend pas dans le milieu Ouassangari, les chevaux que nous voyons, pourquoi on ne prend pas ces chevaux et les réunir autour du stade, réorganiser et commencer par jouer au Bénin pour que l'activité génère non seulement de la plus-value, mais permette quand même à la jeunesse décevrante de commencer par trouver du boulot. Pourquoi on ne réfléchit pas dans ce sens-là et on réfléchit dans le sens contraire? En tout cas, la réflexion, elle est toujours ouverte. Vous avez suivi le directeur général sur la question. Les réflexions, disait-il, sont ouvertes. Alors, sur la question précédente. Vous savez ce que j'aime chez ce directeur-là. Quand il est venu, il a multiplié les centres de jeu. Voilà. Et ça a donné de l'activité aux jeunes. Voilà des trucs qu'il faut faire. Alors, la question, le temps tire à sa fin. La question de la contribution éventuelle au PIB de ces jeux de hasard, vous diriez quoi? C'est ce que je suis en train de vous dire. Tant qu'on n'aura pas ajouté de la valeur
Tant qu'on n'aura pas créé de la plus-value sur les jeux là, on n'aura pas véritablement un apport au PIB si ce n'est pas les taxations. C'est ce que j'ai dit. On aurait pu laisser les taxes et voir comment, par exemple, le Bénin devient hub du pari mutuel urbain. Pour que, par exemple, les 54 pays signent un contrat avec le Bénin et achètent notre course tous les jours, par exemple, au lieu que nous allons chaque fois vers la métropole pour acheter donc ces jeux-là. Pourquoi pas, oui. C'est aussi une réflexion. Donc, c'est à ce prix-là que nous aurons de la plus-value parce que le produit intérieur brut se base sur la plus-value. Ça ne se base pas sur les taxes. Ce n'est pas seulement sur les taxes. Les taxes asphyxient l'économie. Par contre, la plus-value, lorsque vous créez de la richesse, vous créez véritablement, vous créez de l'embonpoint à l'économie. Donc moi, je rêve beaucoup plus. Je crois que ces messieurs, ils ont lancé le débat. La réflexion a été courte. Moi, je leur demande de retourner dans leur laboratoire, de fouiller dans leur ménage et de nous sortir des trucs beaucoup plus... Il reste à l'écoute. En termes de réflexion, c'est toujours utile de les recevoir de part et d'autre. Mais alors, la question que beaucoup se posent, quelle est la part de ces jeux dans la vie économique des populations quand on doit faire un arrêt? Non, écoutez, je peux vous confirmer que ces jeux de hasard, je précise encore, ces jeux de hasard, lorsque vous gagnez quelque chose, ce n'est pas à la hauteur de ce que vous avez misé tout de suite immédiatement. Mais il faut faire le cumul de tout ce que vous avez misé et comparer à ce que vous avez gagné. En réalité, celui qui joue à ce jeu n'a pas le sens rationnel de faire dégager lui-même là, ce qu'il a comme marge. Il pense que quand je mise 200 francs, je gagne peut-être 12 000. Automatiquement, là, j'ai comme marge 12 000. J'ai comme un gain de 12 000. En réalité, il faut enlever encore les 200 francs là, des 12 000. Et le reste, là, et ça lui permet quand même de satisfaire à ses petits besoins. Il va le faire. Cela doit nationalement relancer tout au moins sa consommation et il va consommer. Même si ces jeux de hasard vont avoir un impact direct à court terme, cela ne nous permet pas de viser à long terme. Ce qui sera beaucoup plus visé à long terme, c'est les collectes, c'est les contributions retenues. C'est ça la seule qui pourrait permettre alors à l'État d'investir. Mais les jeux de hasard, ce que nous avons, ça dépend de votre sens. Si vous gagnez peut-être de l'argent, vous gagnez 5 millions, c'est à vous de savoir comment vous allez utiliser 5 millions. Personne ne va vous demander comment vous allez utiliser 5 millions. Est-ce un secteur à promouvoir? J'avoue qu'il faut avoir le goût du risque pour pouvoir continuer. Moi, par exemple, je n'ai jamais joué. Et celui qui joue, c'est qu'il aime vraiment l'activité. Et il doit être... Vous allez le voir souvent, ils sont dans les calculs mathématiques, pratiquement tous les jours que Dieu fait, pour pouvoir aller jouer. Donc, c'est un choix. Donc, le hasard existe. Donc, s'il y a une structure qui est là pour faire des jeux de hasard, a priori, c'est que cela pourrait quand même aider les uns et les autres. Il y a beaucoup qui ont fait ce jeu-là, mais qui s'en sortent aujourd'hui très bien. Kazmi Pidjo, est-ce un jeu à promouvoir? Bien sûr, parce que par le passé, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, on a vu la Loterie nationale du Bénin construire des hôpitaux, construire des centres de santé, construire des écoles, des infrastructures, des stades. On en a vu. Donc, véritablement, c'est un secteur pourvoyeur de richesse. On doit pouvoir... Vous concluez en disant? Je conclue en disant que le hasard n'existe jamais, dit-on. Mais ici, il faut que véritablement le hasard puisse profiter au grand nombre, au lieu que chaque fois... Merci à vous, Kazmi Pidjo. Pour asphyxier l'économie. Monsieur Ristico? Oui, bon, je confirme que avec la LNB, c'est une bonne activité pour eux. Juste qu'il faut recadrer un peu les choses. Les taux d'imposition, il faut communiquer autour de cela. Merci à vous, Ristico. Merci également à vous, Kazmi Pidjo, mesdames, messieurs. Vous avez compris, ça a été une fois encore une émission contribution. On espère que les autorités sauront tirer le meilleur pour parfaire ce qui déjà est en train d'être fait. 100% Bénin pour le numéro du jour, ce sera tout. Mais je vous force compagnie sur ces citations de Confucius. Vous ne trouverez jamais, dit-il, ce que, mesdames, messieurs, vous ne cherchez pas. Prenez soin de vous et à très bientôt. If they want to get you
Super Game.